Il me semble que j'avais une douzaine d'années. Mon frère en avait 10. Nous vivions un peu plus que les vacances réglementaires à la campagne, les médecins ayant déclaré que je vivrais seulement à cette condition. Et nous étions grands dénicheurs de nids, grands chasseurs à la sarbacane, assoiffés d'aventures et lecteurs convaincus de Man Red et de Gustave Aimard. Dès le matin, de bonne heure, quand l'herbe est lourde de rosée et que les oiseaux sont en éveil, cherchant les graines, piquant les mouches, grimpant au tronc des arbres, nous courions lever nos pièges ou bien les cordées tendues aux endroits creux de la rivière. Nous savions reconnaître, à la façon dont le bouchon d'une ligne se trémoussait, filait en avant ou plongeait, la morsure du goujon, de la blette ou de la carpe. Un lièvre ne gîtait pas dans les environs. Un loriot ne faisait pas son nid. Un oiseau ne se prenait pas par le cou entre les barres d'une claire-voie sans que nous en eussions connaissance. Nous avions, comme les trappeurs, l'habitude de la file indienne, des cabanes dans les chênes, des signes muets ou des cris de bêtes sauvages pour nous reconnaître à distance, des provisions d'outils dans le ventre des vieilles souches. Je dois avouer cependant que nos outils n'étaient pas d'une grande variété, et qu'à l'exception de 2 hachereaux de fer pour les expéditions lointaines, c'étaient surtout des bouts de fer rouillés, de la ficelle et des balles de plomb données par les seigneurs. Le soir, quand il n'y avait plus de jour du tout, faute de mieux, nous lisions. L'excellente comtesse de Ségur, à laquelle je suis revenu depuis, nous semblait un peu rose, comme sa collection. Il nous fallait du drame. Jules Verne commençait à peine à tailler sa plume, mais nous avions les chasseurs d'ours, les vacances des jeunes boers, la guerre aux bisons, les enfants de la prairie, et je savais par cœur, dans Gérard, le tueur de lions, l'apostrophe qui remuait mon cœur. « Disciples de Saint-Hubert, mes frères, c'est à vous que je m'adresse. Vous voyez-vous en pleine forêt, la nuit, debout contre un gaulis d'où s'échappent des rugissements capables de couvrir le bruit du tonnerre. Oui, je me voyais debout le long du gaulis et je frémissais de la tête aux pieds. Le lendemain, je trouvais que le théâtre habituel de nos courses n'offrait pas assez de danger, puisqu'on n'y rencontrait ni lions, ni bisons, ni troupeaux de pécaris fouillant de leurs dents blanches les racines d'un petit chêne liège où le chasseur s'était réfugié, et nous regardions avec envie, mon frère et moi, les lointains bleus. Qu'y avait-il dans les lointains bleus? Un jour, un des plus longs de l'année, nous nous étions fait réveiller à 5 heures du matin par une vieille domestique indulgente à nos fantaisies. Dès la veille, nous avions rangé sur une table, en ordre parfait, nos 2 hachereaux préalablement aiguisés, 2 bâtons, 2 frondes et 2 sacs de toile où se trouvait, entre autres choses, un morceau de pain énorme, en prévision des hasards que nous pouvions courir dans le désert. Une émotion involontaire nous serrait le cœur quand nous sortîmes de la maison. 3 sansonnets s'envolèrent du toit de la 2e tourelle et pointèrent vers la gauche. « Ils indiquent la route !» dis-je à mon frère. « Il faut les suivre !» Les 3 sansonnets, mouchetés d'or et de violet, se perdirent bientôt au-dessus des arbres pressés du vallon, et nous continuâmes à longer la rivière, large de 4 à 5 mètres au plus, qui descendait de par là, vive sur son lit de cailloux blancs, claire par endroits comme un morceau du ciel, ombreuse le plus souvent, entre ses bords plantés de toutes les essences forestières. C'était la plus belle contrée pour nos chasses. Les merles abondaient dans les petits prés tortueux, inondés chaque printemps. Nos frondes ne leur faisaient pas grand mal, mais l'espoir allait toujours devant, et le jour était pur, et les pays nouveaux s'ouvraient. Nous commencions même à distinguer les fenêtres d'un certain moulin à vent, qui ressemblait, vu de la maison, à 2 plumes de ramier mises en croix, tournant sur un bouchon. Que de chemin derrière nous! Le soleil chauffait dur et ployait les hautes fleurs de l'herbe quand nous nous arrêtâmes, vers 10 heures, fiers et un peu inquiets de nous être égarés si loin. Il n'y avait pas une ferme dans le cercle de nos regards, pas un homme traversant les champs. La terre mûrissait, tranquille, ses moissons. « Je suis d'avis, dit mon frère, que nous passions la rivière, car nous ne pouvons pas revenir par le même chemin,
Jamais nous ne serions rentrés pour midi, tandis qu'en traversant... Oui, mais il faut traverser, l'eau est profonde. Si nous construisions un radeau... C'est un peu long, répondis-je. Rappelle-toi, Robinson Crusoe. Et puis nous n'avons pas de planches et pas de tonneau vide. Il vaut mieux faire comme les sauvages et couper un arbre. Au premier moment, cette idée de couper un arbre me parut toute naturelle. Nous étions perdus dans le désert, seuls, semblait-il, dans des régions où le voyageur est à lui-même toute sa ressource et se sert librement des choses. Nous prîmes à nos ceintures nos petites haches, rouillées jusqu'aux 2/3 de la lame, et, sans plus de délibération, à la façon des Indiens pieds noirs, nous nous mîmes à frapper sur le tronc vert et lisse d'un jeune peuplier qui poussait sur le bord. Nous l'attaquions savamment, par la face qui regardait la rivière. Il frémissait de la pointe. Les copeaux blancs volaient. Enfin, dans l'orgueil du triomphe, nous vîmes la haute tige se pencher au-dessus de l'eau. Un craquement sonore annonça que la dernière lame du tronc, trop faible pour porter la ramure, éclatait en 1000 fibres. Et le beau panache de feuilles légères et fines, décrivant un demi-cercle, s'abattit parmi les aulnes de l'autre rive et se coucha sur le pré voisin. Le pont était jeté. Nous passâmes à califourchon, nos nobles haches tout humides aux côtés. Mais comme nous battions en retraite vers la maison, tous deux silencieux sous la grande chaleur qui faisait taire les oiseaux et chanter les grillons, nos pensées se modifièrent. L'arbre devait appartenir à quelqu'un d'autre, bien sûr. On l'avait planté. On attendait de lui, dans l'avenir, des lattes ou des chevrons de toiture. Et nous avions coupé l'arbre, perdu l'avenir, touché au bien d'autrui. « C'est toi qui l'as voulu !» me dit mon frère. « Nous allons être grondés dans les grands prix. »« Si ce n'était que cela, » répondis-je. Et comme je savais mon catéchisme, j'ajoutai. « Le plus difficile, c'est qu'il va falloir restituer. Comment veux-tu restituer un peuplier? En as-tu un que tu puisses planter à la place? Non, ni moi non plus, et nous devons pourtant restituer. » Le retour fut triste. Nous arrivâmes en retard, et sitôt nos haches enfermées dans une cachette, de peur d'une confiscation possible, nous avouâmes très franchement et avec détail le meurtre du peuplier. On nous gronda moins fort que nous ne l'avions redouté. Seulement, après déjeuner, mon père, s'adressant à moi, me dit « Ce n'est pas tout d'avoir avoué une sottise, mon ami. Il faut la réparer. Tu es l'aîné. Dans 5 minutes, tu monteras en cabriolet avec le vieux Baptiste, et tu iras, tout seul, faire des excuses à madame la baronne du Volier, à qui l'arbre appartenait. » Me voilà donc dans le cabriolet bleu, à côté de Baptiste, qui ne disait rien, selon son usage, et qui portait dans la poche de sa veste une lettre de mon père à l'adresse de la baronne du Volier. Je n'étais pas, à beaucoup près, aussi fier que le matin. Je n'avais jamais vu la baronne. Je connaissais seulement, pour l'avoir deviné entre les feuillages, le toit aigu sous lequel s'abritait la châtelaine, que je me figurais très vieille, très sèche et très maussade. Elle était très vieille, en effet, et sèche comme un fuseau. Mais quand on m'eut introduit devant elle, dans l'immense salle carrée du bas, pauvre de meubles, éclairée par 4 grandes fenêtres qui descendaient presque jusqu'à terre, et que je vis, tricotant dans un angle ensoleillé, cette petite dame à 2 papillotes d'argent, mince et vêtue de noir, je compris qu'elle avait un cœur encore jeune et capable d'attendrissement. Cela se voit dans le regard. J'étais quand même très troublé, et j'avais la lettre entre les doigts. « Ah, madame, lui dis-je, je viens parce que, en faisant le sauvage, j'ai coupé un peuplier. »« Comment, mon petit ami, vous faisiez le sauvage ?»« Oui, madame, dans votre pré, nous avions nos haches, nos frondes aussi. Il fallait un pont. J'ai bien du regret de ce que j'ai fait, madame, mais je vous assure qu'en tombant, il n'a pas abîmé un seul aulne. D'ailleurs, voici la lettre. » Elle n'avait rien compris à mon explication.
Pendant qu'elle lisait, je me demandais ce qu'elle allait exiger en compensation du peuplier. Je n'avais pas d'économie. Je ne possédais en propre que mes outils, mes lignes et une collection d'œufs. Mais à ce moment-là, j'aurais volontiers tout donné, même la vitrine, pour obtenir le pardon de Madame Duvolier. Elle releva la tête. Elle souriait. « Était-il bien gros ?» dit-elle. « Comme vos 2 bras, à peu près, madame. »« Alors, vous ne m'avez pas causé grand dommage, mon petit. Mais que faire d'un baliveau pareil? Le bois ne vaut rien pour brûler, le donner serait dérisoire. » Elle réfléchit un moment. « Tenez, » me dit-elle en me tendant la main. « Nous n'en reparlerons plus jamais, c'est oublié. Cependant, je vous imposerai une pénitence. Oh, pas bien dure. Je suis très vieille, mes voisins m'oublient. Je laisserai l'arbre où il est tombé. Vous repasserez par là un jour ou l'autre, et vous penserez malgré vous à la propriétaire qui ne vous fera plus peur. Peut-être même aurez-vous l'idée de revenir la voir. » Je l'ai eue 5 ans de suite, tant que la vieille dame a vécu. Au bout d'1 an, les rejets vigoureux de l'arbre avaient jailli des racines. Après 2 ans, il formait une cépée ronde et feuillue. Le printemps suivant, un merle y faisait son nid, tandis que des légions de champignons rongeaient la tige étendue sur le pré voisin. Le pont même devenait dangereux, moussu tout du long, saisi et recouvert aux extrémités par des forêts de lys jaunes et de roseaux. Les martins pêcheurs seuls en usaient. Je suppose qu'une crue l'a emporté. Le remords était fini. Le souvenir m'est resté.